Bonjour Cristiana Odina Pavi, nous sommes à la bibliothèque de l'Institut d'études avancées Milon College à Bucarest où depuis 4 mois vous êtes boursier international travaillant sur un projet sur l'agronomie en Roumanie au début de la période communiste. Pourriez-vous nous présenter un petit peu votre parcours académique et après discuter plus approfondi de votre projet? Bonjour, je suis roumaine d'origine, je suis née à Iași, où j'ai fait mes études d'histoire et où j'ai enseigné pendant une dizaine d'années au début de ma carrière universitaire. Et j'ai fait une thèse de doctorat en co-tutelle, c'était la première thèse en co-tutelle signée à l'Université d'Angers, en France, et sous la direction de György Platon, un grand historien de la période moderne. Une thèse sur les relations entre la France et la Roumanie au début du XIXe siècle. Et après cette thèse de doctorat donc, dans les deux pays, je me suis installée en France. Et depuis 5 ans maintenant, je suis maître de conférence à l'Université d'Angers. J'ai donc un parcours entre les deux pays, et donc forcément une culture historique qui vient des deux. Donc je me considère comme une espèce d'hybride franco-roumain dans ce milieu universitaire. J'ai commencé à travailler depuis quelques années sur l'agronomie et la biologie après la Deuxième Guerre mondiale en Roumanie, parce que c'est un sujet qui suscite aujourd'hui beaucoup de recherches, notamment en Union soviétique, sur l'Union soviétique, mais aussi sur les autres pays communistes, puisque c'est un moment où la biologie, notamment, a été fortement influencée par l'idéologie et la politique, sous ce qui a été dénommé le lysenkisme, ou la pseudo-science au pouvoir, pour reprendre les termes de l'historiographie. C'est une situation très compliquée dans les sciences de la vie pendant cette période-là, à l'Union soviétique, donc imposée dans les pays soi-disant de démocratie populaire de l'époque en 1849, et qui jusqu'en 1956-65 ensuite a refusé brutalement la génétique mendélienne, la génétique occidentale, comme étant une science impérialiste et dépourvue du fondement. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment cette importation de lysenkisme en Roumanie a donné lieu à un fonctionnement de la science influencé par l'idéologie et la politique, mais pendant lequel les chercheurs roumains en agronomie et en biologie ont réussi toutefois à occuper leur position d'intellectuels, de chercheurs, de scientifiques. Donc j'ai intitulé ce projet de recherche Le végétal rouge, biologie, agronomie et jardinage en Roumanie 1945-1965. Et il fait partie d'un projet de plus grande ampleur que je souhaite poursuivre pour mon habilitation à diriger des recherches. Donc j'espère que dans 1 an ou 2, je pourrai envoyer dans cette belle bibliothèque l'ouvrage qui en sortira. Donc voilà, j'ai demandé cette bourse internationale ANEC dans l'espoir de pouvoir revenir un peu dans le milieu intellectuel roumain et aussi dans cette pépinière du jeune intellectuel, chercheur des disciplines en sciences humaines qui vient de tous horizons et de tout pays. Et j'ai été extrêmement contente de l'avoir. Et encore, c'est en arrivant ici, en assistant aux discussions au séminaire BUNEC, que je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de pouvoir bénéficier de cette parenthèse enchantée de recherche et de stimulation intellectuelle. Donc, ce que j'ai apprécié le plus dans cette ambiance-là, c'est sans doute le fait de voir comment les jeunes, parce que la plupart de mes collègues ici sont beaucoup plus jeunes, de voir comment ils réussissent à se construire des identités intellectuelles en synthétisant les influences, en réceptant ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs pays, dans plusieurs courants de pensée, dans plusieurs disciplines. Je trouve que c'est intéressant de voir comment ils arrivent à se créer une identité, une façon propre, autonome de penser, tout en étant réceptifs à cette ouverture, à ce contact avec des milieux culturels différents.
Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et aussi, j'ai trouvé fabuleux de pouvoir passer quelques mois à Bucarest, que je ne connaissais pas bien, et surtout de passer quelques mois dans les archives qui sont fondamentales pour ma recherche. On va parler de tout ça un petit peu. Mais avant de parler des fonds des archives, les sources sur lesquelles vous travaillez, je voudrais vous demander un petit peu, pour le public plus large, de mettre un petit peu dans le contexte, de comprendre d'où ça vient le lysenkisme. C'est pour revenir au sujet de recherche. Un petit peu, parce qu'il y a une préhistoire, disons, de cette influence pendant les années 30 à l'Union soviétique, et de parler de cette imposition de cette pseudo-science ou idéologie scientifique, ici on pourra parler, en Roumanie après 1948. L'histoire du lysenkisme commence en Union soviétique dans les années 20, où un agronome tout à fait ordinaire, Trofim Denisovitch Lysenko, propose d'abord une série de techniques agronomiques assez originales, mais qu'il emprunte aussi à d'autres agronomes de son époque. Et très rapidement, pendant une dizaine d'années, à partir de ces techniques qui sont, je vous dis, complètement pratiques, concrètes, banales, on va dire, il fonde une théorie qu'il dénomme ensuite la biologie miturinienne, puisqu'il s'empare des travaux d'un jardinier russe qui s'appelle Miturin. Donc, à partir d'une pratique, il fonde une théorie de l'hérédité, notamment, de la variation, de l'adaptation des organismes vivants, et qu'il argumente sur des bases du marxisme-léninisme en disant que la génétique mendélienne occidentale, celle qui considère que l'hérédité est transmise par les gènes, ne tient pas compte de l'interaction entre l'organisme et le milieu, qu'elle est trop formelle, qu'elle est abstraite, qu'elle est stérile, puisque à cette époque-là, elle n'a pas encore de résultats pratiques très importants. Et donc, il mélange très vite une pratique avec une théorie qu'il généralise à toute la biologie jusqu'à mettre en cause la théorie de l'évolution. Et donc, il propose une critique du Darwin, il propose un darwinisme créateur en disant il n'est pas possible, notamment dans un pays comme l'Union soviétique, de considérer que l'hérédité est seulement transmise par les gènes, donc que l'homme n'a aucune influence sur la transmission héréditaire des caractères. Et donc, pour pouvoir faire quelque chose de concret, pour pouvoir obtenir des variétés de blé, de fruits nouvelles et adaptées à nos besoins humains, on doit pouvoir concevoir un moyen d'intervention humaine à l'intérieur des organismes. Et donc, il dit, le darwinisme est bien, sauf qu'il faut le concevoir comme un darwinisme créateur, donc qui laisse la place du transformateur de la nature à l'homme. C'est quelque chose qui philosophiquement est intéressant parce qu'il pose d'une manière beaucoup plus brutale que ce qui se passe en Occident au même moment, l'idée que l'homme a non seulement le droit, mais le besoin de transformer les organismes vivants, la nature dans son ensemble, la diriger à son profit et pouvoir la transformer en moyen de production. Donc c'est une rationalisation à l'extrême de rapport de l'homme à la nature, une espèce de subordination de l'environnement et de la nature en général aux besoins de la société et de l'homme et de l'économie. Et cette théorisation de la pratique agronomique de Lysenko aurait pu rester quelque chose de curieux, on va dire. Sauf qu'il a l'appui de Staline dans les conditions où les besoins de l'agriculture soviétique sont très importants. Et il arrive très rapidement, à la fin des années 30, à éliminer ses opposants, les véritables généticiens de l'Union soviétique, notamment Nikolai Vavilov, qui est le plus prestigieux d'entre eux, qui est emprisonné en 1940 et qui meurt en 1943. Et à la sortie de la guerre, en 1948, à une session de l'Académie des sciences agricoles Lénine de l'Union soviétique, dont il est président depuis quelques années, Lysenko fait un rapport qui est
rendu célèbre tout de suite par Pravda, par la publication non seulement en Union soviétique mais partout dans le monde, dans lequel il dit voilà, il y a deux sciences, il y a deux mondes dans la biologie. Donc la science se partage en deux. Il y a une science prolétarienne, une science au service du communisme, et une science bourgeoise, impérialiste, qu'il faut critiquer, qu'il faut attaquer, qu'il faut exclure radicalement de toute l'organisation scientifique et institutionnelle de la science dans les pays communistes. Donc au moment où la guerre froide commence, cette théorisation idéologique de l'agronomie et de la biologie est imposée en bloc. En Union soviétique, il y a toute une histoire, tandis que dans les autres pays, c'est imposé comme un ensemble, y compris la dimension institutionnelle de ce lysenkoïsme. Et à la suite de cette session du mois d'août 1948 de l'Académie des sciences agricoles de l'Union soviétique, commence en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, ce qu'on appelle l'affaire Lysenko, c'est-à-dire une prise de position publique des scientifiques, des communistes qui attaquent ou défendent Lysenko. Donc cette affaire Lysenko a été beaucoup étudiée par l'historiographie parce que ça a été un phénomène de prise de conscience du fait que la science n'était pas autonome de la sphère politique. En France, elle a été beaucoup étudiée parce qu'elle a été menée dans des journaux du grand ampleur, notamment dans les lettres françaises et dans le combat, pendant tout l'automne 1948 et le début de l'année 1949. Et celui qui a finalement défendu Lysenko en France a été le poète Aragon, parce que les scientifiques, y compris les scientifiques communistes, ont refusé de dire que c'était une théorie valable. Donc l'année suivante, en 1949, avec la réorganisation institutionnelle de toute la science, la création des académies sous le modèle soviétique, avec dans tout un ensemble de transformations scientifiques au moment où, par exemple, la linguistique est impactée par les positions de Staline, toutes les sciences ont subi cette influence, le lysenkoïsme, sous la dénomination de biologie mitchurinienne, est imposé en Roumanie aussi. Cette histoire a été assez peu étudiée par les historiens et les historiens de la science en Roumanie. Elle apparaît un peu en passant dans quelques ouvrages, parce que à la fin de cette période lysenkoïste, donc après 1965, on a considéré que c'était une aberration parmi d'autres de la période stalinienne. Donc pas la peine de s'y attarder, je pense. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de revenir à cette histoire parce qu'elle montre véritablement que ceux que l'on considérait comme étant les intellectuels les plus protégés par rapport au régime communiste, notamment ce qu'on appelle les techniciens dans l'historiographie roumaine, ou les scientifiques, les ingénieurs, etc., n'ont pas été non plus à l'abri de cette influence. Et que cela met en cause leur position dans la société, la manière dont on met la connaissance au service d'une pratique, même si cette pratique-là, elle est aberrante, je pèse mon mot quand je dis cela. Et cela montre aussi dans les écrits que les chercheurs de cette époque-là ont laissés, la difficulté qu'ils ont eue, d'une part, à s'adapter à cet impératif, mais aussi de revenir à la fin de la période lysenkoïste à une pensée libérée de cette emprise idéologique. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, étudié dans les autres pays, donc qui ne peuvent pas faire la comparaison avec la Roumanie parce qu'on n'a pas de littérature vraiment sérieuse sur le sujet pour l'espace roumain. Et le sujet venait aussi un peu en continuité de mes travaux sur l'histoire du végétal que je mène en France, où je m'intéresse beaucoup à l'interaction entre la pratique et la théorie dans l'horticulture, notamment donc entre ce qui est la pratique quotidienne du jardinage, de l'horticulture, de l'agriculture, et la construction des concepts, notamment de l'hérédité, des concepts de la physiologie, de l'évolution, dans un monde plus savant, on va dire. Donc ça venait dans ce sens-là. Et la troisième raison pour laquelle je me suis attaquée au sujet, c'est le fait que
j'avais l'avantage de pouvoir à la fois venir avec ce regard un peu formé à l'histoire des sciences, on va dire, et de pouvoir regarder les documents et les lire en roman, ce qui me paraissait indispensable. Comme vous disiez dans votre présentation au séminaire ici, votre recherche combine deux approches dans l'histoire des sciences. Pourriez-vous expliquer un petit peu plus sur vos influences théoriques dans ce projet? Je suis influencée forcément par ce qu'on appelle en France l'épistémologie historique, qui est une manière d'étudier la science de l'intérieur, on va dire, non seulement les conditions dans lesquelles la recherche se déroule à différents moments, mais aussi quels sont les concepts, quels sont les concepts opérationnels à certains moments, comment les scientifiques mobilisent la représentation théorique de leur discipline, comment elle est mise en œuvre dans la recherche. Donc cette épistémologie historique, elle s'inscrit dans la lignée du Canguilhem, on va dire. Il y a des historiens aujourd'hui de la biologie qui l'amènent au-delà des propositions du Canguilhem, comme Michel Morange, Stéphane Tirard et d'autres personnes que j'apprécie beaucoup. Et en même temps, je conserve, on va dire, dans cette approche de l'histoire des sciences, ma formation d'historienne classique, c'est-à-dire intégrer le regard sur la science dans l'approche de la complexité de la société, regarder la science en tant que fait social, intégrer la science dans l'ensemble des influences, des conditions, des pressions qui s'exercent sur elle, et considérer les scientifiques comme des hommes et des femmes de leur temps, donc dans une approche qu'on pourrait sans doute intégrer dans ce qu'on appelle les science studies, ou l'approche plus sociale de l'histoire des sciences qui se fait en France aussi aujourd'hui. Donc j'ai un rapport, on va dire, à ces dimensions méthodologiques, on va dire, de l'approche de l'histoire des sciences, un peu distanciée. Je considère qu'à un moment donné de son parcours, on va dire, on peut ne pas s'inscrire dans une lignée forcément, ne pas essayer d'appliquer une méthode ou une approche théorique à sa recherche, mais partir aussi de manière plus empirique des documents que l'on trouve et voir quel questionnement ils posent. Je pense que c'est une liberté qu'on prend à un moment donné et que j'ai prise aussi quand j'ai construit cette recherche sur l'histoire du végétal, pour lequel je n'avais pas de modèle forcément, parce que c'est une proposition, on va dire, originale dans le paysage historiographique aujourd'hui, et que je me permets, peut-être avec un peu d'audace, à mener dans la recherche d'aujourd'hui aussi. Je veux dire que la formation que j'ai, les lectures que j'ai, pour citer un ami historien des sciences, peuvent rester aussi comme des crypto-références, des références cachées qui forment ma façon de penser l'objet que j'ai devant moi, mais qui me permet également de rester ouverte aux propositions que les documents, donc, le matériau historique, me fait au cours de la recherche. Justement, en parlant de sources, quels sont les fonds de recherche, quel est leur état sur lequel vous travaillez? Le champ est à défricher sur cette période de l'histoire de l'agronomie en Allemagne. Tout à fait, le champ est à défricher, et le mot convient bien à l'agronomie d'ailleurs. J'ai travaillé pendant ces mois de séjour à Bucarest. J'ai travaillé d'abord sur les archives qui se trouvent aux archives nationales, les archives du Parti communiste roumain, qui sont extrêmement intéressantes et qui montrent bien l'influence idéologique et la pression politique sur la science. Les fonds du comité central du Parti communiste roumain, sur ce qui concerne la propagande et l'agitation, où il y a une section science, donc, qui est extrêmement intéressante. Aussi dans les autres parties du fonds du Parti communiste. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le fait que les chercheurs ont aujourd'hui un accès
non seulement ouvert, mais aisé, très confortablement dirigé, orienté par le personnel des Archives nationales. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, des archives qui viennent des ministères, la présidence du Conseil des ministres, quelques fonds liés au ministère de l'Agriculture, des fonds personnels, et là, c'est une richesse considérable que des fonds personnels ont été déposés aux Archives nationales, notamment Stéphane Milk ou Parvon, qui ne sont pas dans le domaine végétal, mais qui ont une influence importante sur la science et les sciences de la vie en général. Et aussi une partie des archives conservées par le Conseil national d'études des archives de la sécurité et le CNSAS, avec des dossiers informatifs et des dossiers de surveillance des organismes scientifiques et des personnes, très intéressant également. Des archives conservées dans les archives AIH, puisque j'ai choisi d'étudier aussi un centre distant, pas seulement la capitale, donc l'Institut agronomique du IH, les stations expérimentales de la région et l'université du IH, et là les archives du IH ont été très intéressantes. La presse de la période que j'ai trouvée dans les bibliothèques, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de l'Académie et la Bibliothèque universitaire du IH. Et la belle surprise de cette recherche a été d'avoir accès aux archives de l'Académie des sciences agricoles et Gheorghe Ionescu Sisești, un fonds d'archives qui est conservé à l'intérieur de l'institution, donc par le producteur, et que le président de cette académie m'a autorisé à consulter. Donc ce sont des archives vierges de toute exploration, des archives sauvages, comme on pourrait dire, qui sont cependant bien conservées dans les sous-sols de ce beau bâtiment où se trouve l'Académie aujourd'hui, et qui montrent une facette absolument nouvelle que d'autres historiens qui ont étudié le lysenkisme dans d'autres pays n'ont pas exploré, qui est celui du fonctionnement quotidien de la recherche agronomique. C'est-à-dire comment les programmes de recherche sont décidés, voir à quel moment ils répondent à une injonction politique, à quel moment ils proposent eux-mêmes des sujets, comment sont conçues et dirigées les expérimentations dans les champs et dans les stations expérimentales qui se trouvent partout dans le pays, comment se discutent dans les sessions internes du débat scientifique les résultats et les interprétations que les chercheurs font. Et là, on voit, notamment dans les notes manuscrites prises pendant ces réunions-là, on voit très bien la difficulté qu'ils ont à proposer un article écrit qui doit se conformer à ce lysenkisme officiel, quand le résultat ne confirme pas les hypothèses lysenkistes. Donc on voit le déroulement difficile de cette science. On voit le positionnement des personnages, ceux qui sont dans des positions d'autorité, de pouvoir, et qui finalement expriment dans les articles qu'ils écrivent, dans toute la propagande qu'ils sont obligés d'en faire, expriment une adhésion sans réserve au lysenkisme, mais qui, à l'intérieur de leur institution, mènent des recherches qui sont en quelque sorte protégés de cela. Et ils essaient de trouver à la fois des sujets, des modalités d'expérimentation qui permettent d'aboutir à des résultats véritables. Je trouve ça très intéressant parce que dans cette histoire-là, il n'y a pas du noir et des blancs ou du noir et du blanc. Il y a toute la complexité de la situation de ces personnages qui ont leur propre déontologie scientifique et qu'ils ont du mal à accommoder avec cette nouvelle situation qui est celle de la science politisée. Donc c'est ce fonds d'archives qui est très précieux pour moi, qui me permet de penser que le lysenkisme est beaucoup plus complexe que cela ne peut avoir l'air si on regarde seulement les articles avec toutes les citations de Lysenko, Staline, etc. Que dans leur travail quotidien, les chercheurs, ils s'efforcent, ou la plupart d'entre eux s'efforcent,
de trouver un contournement de ces injonctions-là pour pouvoir mener des recherches avec des résultats qu'ils peuvent défendre scientifiquement. Cela montre aussi dans la période un peu plus tardive, quand le lysenkoïsme diminue en importance, quand il est officiellement banni comme étant une expression du dogme de la période stalinienne. Donc cela montre aussi la difficulté qu'ils ont à repenser leur science avec des concepts qu'ils n'ont pas utilisés depuis longtemps, ou auxquels ils n'ont pas été formés pour les plus jeunes, et comment leur réception de la bibliographie, de la littérature occidentale, est quand même encore influencée par cette manière de penser qu'on a appelée dialectique à l'époque, mais qui est marxiste-léniniste. Et donc, ces concepts scientifiques ne sont pas intériorisés rapidement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Au moment où ils disent officiellement qu'il n'y a plus du lysenkoïsme en Roumanie, quand on regarde véritablement leur travail, on voit les traces longues, durables, de cette distorsion qui était le lysenkoïsme. Donc, je suis très contente d'avoir pu voir cela de l'intérieur. Sinon, on peut considérer que l'histoire du lysenkoïsme dans les pays de l'Est, elle est un peu en bloc, c'est-à-dire qu'elle suit les mêmes chronologies, que les personnages sont les mêmes, etc. Que tout le monde fait référence aux mêmes ouvrages soviétiques, donc tout est un peu superficiel. En regardant de l'intérieur le travail préalable à la publication, on voit comment la science se fabrique, et on voit des stratégies, oui, et on voit aussi l'attachement ou l'investissement du domaine du végétal cultivé et sauvage d'un point de vue national. L'intérêt qu'ils ont pour la flore, par exemple, qui est une dimension, on peut dire, exclue de l'idéologie, et qui est assez vite, à la fin des années 60, mise au service de l'idée de la nation, du nationalisme, de ce qui fait l'originalité. On voit la recherche d'espèces qui seraient typiquement ou spécifiques d'ici, ou auxquelles on peut attribuer un nom qui a une connotation nationale, etc. On voit aussi dans cela comment ces scientifiques-là se réfèrent à leurs aînés, à leurs prédécesseurs, à toute la biologie roumaine de l'entre-deux-guerres, de la fin du XIXe siècle, par un phénomène que j'étudie un peu dans ma recherche, qui est celui des commémorations. De quelle manière la commémoration d'un personnage scientifique permet aux scientifiques du moment, des années 50, des années 60, de se rattacher à la science nationale, de s'inscrire, malgré cette déviation qui est le lysenkoïsme, dans une continuité de cette science nationale. Et là, un rôle très important le joue le néo-lamarckisme, c'est-à-dire la partie de l'évolutionnisme qui est plus attachée à l'école française, on va dire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dont un des grands promoteurs a été Emil Rakovitz, le grand biologiste roumain, qui est activé à Cluj, qui est revenu à Cluj, il a créé l'Institut de spéléologie à la fin des années 20. Et la figure de Rakovitz joue comme une espèce de rapprochement à la continuité nationale. On dit, voilà, il a été fils du grand propriétaire terrien, mais on ne peut pas l'attaquer parce qu'elle a eu un grand prestige international. Et puis finalement, dans ce lysenkoïsme-là, il y a des rapports avec Lamarck, néo-lamarckisme, qui nous permettent de nous inscrire quand même dans cette continuité-là. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de voir comment ces commémorations, entre 1945 et 1970, et le grand centenaire de Rakovitz, c'est 1968, permettent de réinvestir le lien avec la France, le rapport avec la science occidentale, et finalement permet à ces scientifiques de cette époque de trouver leur place, on va dire, et de continuer à mener leurs recherches et à éclaircir leur vision du monde vivant. C'est encore un peu confus ce que je te dis parce que je suis en pleine réflexion sur l'analyse que je fais de ces archives et tous les jours je trouve encore des nouveaux documents qui montrent des éclairages particuliers. Donc
tout est encore en chantier, en travail, en réflexion. Et c'est la période bénie de la recherche, en fait. C'est au moment où tous les jours allume un nouveau éclairage sur les documents qu'on trouve. C'est extraordinaire. Votre enthousiasme et ce moment de la recherche, la découverte de nouvelles sources, de nouveaux matériaux qui sont... c'est presque contagieux. Et je suis sûr que ça va être la base pour une magnifique monographie sur le lysankisme en Roumanie, ses connexions avec le monde politique et la comparaison avec d'autres pays de l'ancien bloc communiste. Cristina Oghina-Pavi, c'était un grand plaisir de parler avec vous et on vous attend toujours ici à Bucarest pour s'entretenir sur votre projet, pour être ici une base pour de futurs projets pour vous. Ça sera toujours un grand bonheur. Merci.